dans l'automatisme de calcul. Tout simplement, ça c'est simplement un rappel, hein, pour automatiser en tout cas le calcul des jours indemnisés donc de l'employeur hein, dans le cadre d'un arrêt de travail, eh bien, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, eh bien, on va avoir des indemnisations qui vont se faire tout simplement de manière différente. Et le but, c'est qu'on tienne compte de justement l'ancienneté du salarié, qu'on tienne compte de l'historique déjà des jours indemnisés sur d'autres arrêts maladie lissés effectivement sur les 12 mois, et ensuite de vous déclencher en automatique eh bien, les différentes rubriques de maintien de salaire et d'indemnisation, en tout cas, de l'arrêt maladie. Pour pouvoir effectuer ces différents calculs, eh bien, vous vous en doutez certainement, on a dû faire quelques modifications dans les fiches, que ce soit dans les fiches salariés, dans les rubriques. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples. Alors, je vais passer assez vite parce qu'on va vite passer dans un cas concret pour que vous puissiez voir. Donc, forcément, vous comprenez, si on veut calculer et automatiser des éléments, eh bien, on a fait des modifications, par exemple, sur les rubriques ou sur la rubrique d'indemnisation. On va venir indiquer ici que la rubrique est bien une rubrique d'indemnisation maladie. On va également avoir des modifications concernant les natures d'événements, où on va pouvoir indiquer qu'on va gérer effectivement l'indemnisation. Et ensuite, on a un champ qui va nous permettre de mettre le mode de calcul du nombre de jours indemnisés pour le maintien de salaire en jours calendaires, etc. Donc là, ce sont des éléments que vous allez pouvoir positionner. On va également avoir de nouvelles constantes qui ont été créées, donc vous allez récupérer bien évidemment du plan de paysage qui vont prendre en compte justement l'ancienneté du salarié pour me calculer justement les éléments liés à l'indemnisation. On a fait également des modifications dans le paramétrage de votre paye. Hein. Tout simplement, on a indiqué dans un nouvel onglet indemnité maladie, tout simplement les règles de calcul concernant votre indemnisation maladie. Si vous êtes, par exemple, en mois glissant, si vous souhaitez avoir des informations spécifiques sur l'ancienneté, etc., et ce, que ce soit pour la maladie, la maternité, paternité, etc. Et on va retrouver les différentes rubriques qui vont être associées. On a également fait des modifications sur les bulletins modèles, puisque sur les bulletins modèles, eh bien, on va retrouver un nouvel onglet d'indemnisation maladie qui va me permettre, en fonction du type de mon bulletin modèle, eh bien, de pouvoir calculer différemment, donc soit en fonction des paramètres que j'ai mis dans la société, ou si j'ai des spécificités concernant, par exemple, mes cadres au forfait jour, eh bien, je vais pouvoir, sur mon bulletin modèle cadre au forfait jour, mettre les spécificités et dire je ne prends pas le paramétrage modèle, mais je prends un paramétrage distinct. Et là, je vais pouvoir mettre en place mon paramétrage spécifique pour justement cette catégorie de salariés. Bien évidemment, la fiche de personnel a été également modifiée et là, dans la fiche de personnel, un onglet justement indemnisation maladie est apparu qui me permet tout simplement de voir l'historique des maladies qui ont été enregistrées sur le salarié et surtout de pouvoir retrouver, d'enregistrer à l'intérieur de cette maladie le nombre de jours indemnisés et le nombre de jours qui restent à indemniser, ce qui va me permettre tout simplement de faire le calcul en automatique. Je vais également retrouver dans mon arrêt de travail que je vais saisir, eh bien, quelques modifications qui ont été apportées, des modifications concernant tout simplement l'arrêt que je vais venir saisir, mais aussi bien mon onglet IJSS qui va me mettre justement aussi le nombre de jours qui va être soumis à prélèvement. Au prélèvement à la source, hein, puisque là, tout va se calculer en automatique en fonction du nombre de jours de carence que j'aurai indiqué, soit dans mes paramètres société, soit en spécificité sur la catégorie de mon salarié, et le nombre de jours indemnisés, effectivement, pour la sécurité sociale. Je vais également retrouver dans mon arrêt de travail l'onglet maintien et sur cet onglet maintien, eh bien là aussi, on va historiser ce qui a été calculé dans le bulletin du salarié. Donc, on va pouvoir visualiser les différentes indemnisations et on va également retrouver le nombre de jours de carence employeur et le nombre de jours indemnisables employeur qui va systématiquement venir s'enregistrer sur ces éléments. Donc voilà un peu toutes les modifications liées au maintien, au calcul des indemnités. Et donc on va directement passer
sur un exemple hein, pour que ça soit plus concret dans l'application de paye. Voilà, donc je ne vous présente plus cette Je paye et RH que vous connaissez tous. Alors, je vais faire tout simplement un exemple. Je viens de recevoir un arrêt maladie pour mon salarié Maude Fortin. Maude, elle m'envoie son arrêt maladie. Donc, je vous ai dit, il y a des modifications qui tiennent compte de l'arrêt maladie, etc. Donc, je vais regarder dans Maude Fortin. Maude Fortin, si rapidement je regarde son onglet contrat, je vois effectivement qu'elle a 28 mois d'ancienneté, qu'elle a à peu près un peu plus de 2 ans, d'ancienneté dans ma société. Donc, ça veut dire qu'elle a le droit à indemnisation. Mon salarié également, si je regarde dans l'onglet paye, je vois que mon salarié est tout simplement un salarié au forfait jour. Et ensuite, si je vais voir un peu plus loin, je vois également que dans l'onglet indemnisation maladie, Maude Fortin a été en arrêt maladie au mois de novembre 2020. Si je double-clique dessus, je vois que mon arrêt qui a été enregistré, donc en date de début de l'arrêt qui était du 3 novembre, a enregistré effectivement un nombre de jours indemnisés de 2 jours. Donc j'ai déjà effectivement, puisque je suis sur 12 mois en mois glissant, 2 jours qui ont été indemnisés. Je vois également que j'ai un autre arrêt, simplement l'autre arrêt commence le 15 septembre 2020, indemnisé 3 jours et il me reste à indemniser 7 jours. Donc voilà un peu la situation de Maude Fortin. Donc Maude Fortin, je viens de recevoir tout simplement son arrêt. Donc une fonction que vous connaissez tous et que vous maîtrisez tous, qui est arrêt de travail. Jusque-là, je vais venir ajouter mon arrêt de travail. Donc là, je viens simplement sélectionner mon salarié, donc qui est Maude Fortin. Voilà. Et puis, je vais lui indiquer que je viens de recevoir donc un arrêt maladie. Et cet arrêt maladie arrive, donc je suis au mois de septembre. Hein, donc, son arrêt est noté du 20 septembre au 28 septembre. Voilà, donc là, je retrouve bien mes différentes informations concernant Maude Fortin. Donc, nous sommes bien donc, sur l'arrêt de travail. La subrogation est bien cochée. D'accord? Donc, j'ai bien effectivement ma subrogation de cocher. Je ne vous montre pas effectivement l'onglet maintien parce qu'il faut déjà calculer le bulletin pour pouvoir associer en tout cas ces informations. Donc, on est bien d'accord. J'ai un arrêt de travail qui va du 20 au 28. Ça me fait 9 jours calendaires. Et dans les paramètres de paye de ma société, donc j'ai dit que j'avais 5 jours de carence, c'est-à-dire que dans mon cas-là, j'ai 4 jours potentiellement qui doivent être indemnisés. Mon dossier, lui, est en mois glissant. Donc, mon arrêt débutant le 20 septembre, il faut que je remonte donc 12 mois auparavant, donc jusqu'au 20 septembre. Donc, je vous ai montré tout à l'heure dans mon onglet. Donc ici, je vais juste refermer. Donc tout à l'heure, je vous ai montré effectivement que dans mon salarié Maude Fortin, j'avais bien un arrêt de travail qui avait été enregistré effectivement au mois de novembre et qui m'avait indemnisé. Donc ici, si je regarde, j'ai 2 jours indemnisés. D'accord? Donc dans les conditions à 100% de l'entreprise, qui va m'indemniser effectivement 10 jours de moins que les 2 jours de novembre et l'entreprise donc va encore m'indemniser 8 jours. Donc qu'est-ce qui se passe si je vais dans le bulletin de mon salarié? Donc je viens ici dans les bulletins, je viens sur Maude Fortin. Sur Maude Fortin, je retrouve bien ici effectivement mon arrêt. Si je lui demande de calculer le bulletin, j'ai bien effectivement tout simplement ici mes 4 jours d'indemnisés. Donc j'avais 10 jours d'indemnisés pour l'entreprise, j'ai 2 jours qui ont été indemnisés au mois de novembre 2020. Donc potentiellement, il me reste effectivement mes 8 jours. Et donc là, comme je suis dans mon calcul, j'ai bien 4 jours en tout cas d'indemnisation qui a été fait à 100%. Si je reviens, donc là j'ai calculé mon bulletin, maintenant si je reviens tout simplement dans la gestion des arrêts de travail, donc sur Maude, alors excusez-moi, voilà, je vais juste
rechercher, voilà, mon arrêt de travail sur Maud-Fortin et que je regarde justement dans l'onglet maintien, je vais retrouver toutes les informations. J'ai mes 5 jours de carence, j'ai bien mes 4 jours effectivement qui ont été indemnisés à 100%. Je retrouve bien ici le nombre de jours indemnisés et calculés. Et en dessous, j'historise bien les informations que je retrouve en tout cas dans ma fiche salariée. Donc j'ai bien mes différents éléments qui ont été calculés et enregistrés automatiquement. Maintenant, je m'aperçois qu'en saisissant mon arrêt de travail, eh bien, je me suis tout simplement trompée. Mon arrêt de travail ne va pas du 20 septembre, mais commence tout simplement le 2 septembre. J'ai inversé. Donc là, je viens modifier en tout cas et je lui indique que mon arrêt de travail vient effectivement le 2 septembre jusqu'au 28, toujours. Donc dans mon cas là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'ai 27 jours calendaires, moins mes 5 jours de carence de mon entreprise. Soit je vais retrouver 22 jours potentiellement indemnisables. Je suis toujours en mois glissant, donc derrière, je vais remonter jusqu'à 12 mois. Et souvenez-vous, j'avais un arrêt de travail qui avait commencé le 20 septembre. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je vais tenir compte des 2 absences de Maud-Fortin. Donc si je regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, dans mon premier rang, je vais retrouver 10 jours, moins mes 5 jours effectivement de carence, moins mes 5 jours pardon, que j'ai déjà indemnisés. Et je vais retrouver effectivement ici mes 5 jours qui vont être indemnisés à 100%. Dans mon deuxième rang, j'ai le droit à 15 jours autorisés. Donc, il me reste mes 22 jours moins mes 5 jours déjà indemnisés, soit 17 jours. Et ensuite, en troisième rang, eh bien, il va me rester les 2 derniers jours à indemniser. Au final, si je referme effectivement mon arrêt de travail, cette modification de date avec l'historisation, si je retourne en bulletin de Maud, voilà, ici, je retrouve bien ma modification et si je fais bulletin calculé, je vais retrouver mon indemnisation avec mes 5 jours indemnisés à 100%. Je vais retrouver mes 15 jours indemnisés à 90% et enfin mes 2 jours qui sont indemnisés à 66%. Donc si je referme mes éléments et que je reviens tout simplement dans mon arrêt de travail, eh bien sur mon arrêt de travail de Maud, voilà, ici je vais retrouver également en maintien de salaire les différentes informations qui ont été calculées, mes indemnisations. Et derrière, je vais retrouver dans ma fiche de personnel, toujours sur mon salarié, voilà, dans l'onglet indemnisation, eh bien l'historisation de tout ce qui a été calculé. Donc vous voyez ici, tout va être paramétré, calculé en automatique en fonction des différentes informations que vous aurez renseignées dans l'application de paye. Donc voilà. Alors, Sandrine, il y a 2 petites questions. Je vais te laisser répondre. Donc c'est donc une question, est-ce qu'on peut l'adapter à la convention collective? Je te laisse répondre. Alors, on peut l'adapter parce qu'effectivement, ce sont des paramètres qu'on positionne à la fois dans les paramètres société, à la fois sur le bulletin, sur les nombres de jours de carence, d'indemnisation, etc. Donc ça, c'est tout à fait personnalisable. Et on a aussi une autre question, que se passe-t-il en cas d'absence de jours de carence dans l'entreprise? Eh bien, tout simplement, dans les paramètres, on met qu'on a 0 jour de carence et automatiquement, on indemnise au premier jour. Là, c'est toujours des paramètres qu'on met dans les paramètres société ou qu'on vient définir en fonction de la catégorie du salarié. Donc, c'est totalement personnalisable. Il y a aussi une question de Floriane, mais en effet, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Est-ce une évolution depuis octobre? Oui, en effet, il y a eu des évolutions sur ce module indemnisation maladie, des optimisations et des retours clients et, qui ont été ajoutés à cette version 4 du mois de juin. Exactement. Comment fait-on quand il y a une condition d'ancienneté? Donc c'est pareil, c'est un paramétrage de paye. On va pouvoir l'adapter. Ok. Dernière question, est-ce que c'est possible d'appliquer avec 2 conventions collectives? Il faudra dupliquer le paramétrage dans ce cas-là.
Et puis avoir des bulletins modèles peut-être spécifiques, s'il y a des règles de gestion spécifiques peut-être. Oui, Ok. alors après peut-être que les conventions collectives sont en fonction de l'établissement aussi. Donc là, après, on pourra différencier en fonction de l'établissement et en fonction justement des bulletins modèles que vous avez aussi là certainement dupliqués déjà. Mais s'il y a des paramétrages spécifiques à mettre en fonction de l'ancienneté, bah, tout simplement on dupliquera la constante, enfin les constantes pour pouvoir justement caler à vos différentes conventions. Ok. Est-ce que nous apportons nos maladies depuis Figo? En effet, il va falloir importer, on va pouvoir faire les transferts via le module arrêt de travail dans la PaySage. Et dernière question, si on ne fait pas de subrogation. Bah, on ne coche pas subrogation effectivement Subrogation, voilà. dans l'arrêt de Ok, travail, tout simplement. ça marche. Eh bien, écoute, je te laisse poursuivre. Merci. Donc voilà la partie effectivement concernant l'indemnisation. Alors, autre élément qui est voilà, un tout petit peu lié en tout cas à ces éléments-là, c'est l'importation des BPIJ, donc du bordereau de paiement des indemnités journalières pour la sécurité sociale. Alors, j'arrive plus à passer. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Bien, c'est qu'on va vous proposer de récupérer effectivement ce fichier-là pour pouvoir avoir un calcul automatique de l'indemnisation qui se fasse. Donc, vous êtes sur votre page effectivement concernant les IJ, donc sur l'assurance maladie. Vous visualisez les différentes informations et vous savez que quand vous avez le récapitulatif, ici, l'écran de consultation, vous avez la possibilité tout simplement de venir télécharger un fichier XML qui va vous permettre de pouvoir visualiser les différentes informations. Donc, vous avez l'exportation de votre fichier qui sera en fichier XML. Vous avez également un récapitulatif qui vous est disponible avec justement les indemnités. Une fois que vous avez récupéré ce fichier XML, vous allez pouvoir l'importer dans votre application de paye. Donc, lorsque vous êtes dans la gestion des arrêts, vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle Gestion des BPIJ qui va vous permettre tout simplement d'aller rechercher votre fichier XML que vous aurez téléchargé. Vous pouvez demander bien évidemment à faire une édition d'un rapport et l'édition du rapport va simplement vous donner le récapitulatif des différentes indemnisations que vous allez importer dans votre application. Donc vous voyez, ça se fait très simplement. Cette indemnisation que j'ai, ces montants que j'ai intégrés vont avoir un impact tout simplement sur mon arrêt de travail. Sur mon arrêt de travail, je vais retrouver ici dans la liste des arrêts de travail des nouvelles colonnes qui vont me permettre justement de pouvoir récupérer le montant net qui a été repris de mon fichier XML. L'impact directement, c'est quoi? C'est de se dire tout simplement, j'ai une date de remboursement, j'ai un statut comme quoi ça a été remboursé, je vais demander tout simplement au logiciel dans la gestion des arrêts de travail, de me calculer en automatique le remboursement et de pouvoir avoir une visualisation de ce calcul des régularisations qui se fera en automatique dans mon application de paye et qui me permettra de ne pas manuellement faire ces régularisations, de pouvoir, au travers du calcul de la régularisation que je vais lancer toujours dans mon arrêt de travail, d'être capable, d'avoir un résumé qui me dit, voilà les différents montants qui vont être, régularisés, et également de visualiser en automatique la régularisation à la fois dans le bulletin de mon salarié et à la fois dans mon arrêt de travail avec le montant de la régularisation. Donc, c'est lié à la gestion de l'indemnisation maladie. Avec ce nouveau calcul que je vous ai montré de l'indemnisation, bien évidemment, là, on se cale au plus juste au calcul, donc pour éviter ces régularisations. Mais s'il y a des régularisations en fonction des montants qui ont été versés par la sécurité sociale, par cet import-là, vous avez un automatisme qui se met directement en route. Vous avez également une nouvelle Alors, Sandrine, fonctionnalité. il y a une petite question concernant l'import des BPJ. Faut-il au préalable que le paramétrage des matins maladie soit réalisé? Alors, il faut que le calcul de l'indemnisation maladie, effectivement, doit être mis en place. De toute façon, après, si vous ne le mettez pas en place, vous aurez le montant de la régularisation qui sera du montant
que vous avez reçus. D'accord. Hein, là, le but, c'est vraiment le but de lier les deux, c'est que les entreprises aient de moins en moins de régularisation justement à faire en cas de maladie. Donc, en principe, quand on met les deux, enfin, quand on veut gérer, on gère en principe les deux en même temps. Alors, on a une nouvelle fonction aussi qu'on a appelée Connect Import. Connect Import, c'est quoi? Bien, c'est pour vous faciliter l'importation de vos variables. C'est-à-dire qu'on a un outil qui va vous permettre en un seul clic de pouvoir faire de l'importation multi-fichiers et multi-sociétés. C'est-à-dire que si vous gérez plusieurs sociétés, si vous avez plusieurs fichiers importés, plutôt que de gérer société par société, fichier par fichier, cet outil va vous permettre tout simplement d'aller rechercher les informations plus facilement, plus rapidement. Il suffit simplement donc, donc vous avez installé SadioPay, vous allez avoir un répertoire qui va contenir tout simplement vos PRH et un sous-répertoire par société dans lequel vous allez pouvoir tout simplement mettre vos différents fichiers. Ces éléments-là vont vous permettre, lorsque vous lancez effectivement l'outil qui s'appelle connectimport.exe, vous allez avoir un écran. Tout d'abord, on va vous demander de vous authentifier puisqu'il va falloir que vous ayez les droits pour faire l'importation. Ça, c'est toujours des droits de sécurité. Ensuite, on va simplement vous expliquer justement où aller mettre les différents fichiers avec le répertoire, le sous-répertoire pour qu'on puisse retrouver les informations. Et vous arrivez sur une fenêtre qui va vous permettre tout simplement d'indiquer à quel endroit se trouve votre répertoire. Vous allez retrouver ensuite vos sous-répertoires avec les noms de vos différentes sociétés. Donc, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3 sociétés, donc 3 PRH. J'ai à l'intérieur des fichiers. Pour certaines sociétés, j'ai qu'un fichier texte, par exemple, d'événements. Et puis, pour d'autres, j'ai 2 fichiers. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner ce que je souhaite importer. Et lorsque je lance l'importation, donc on a un petit menu qui apparaît pour m'expliquer l'évolution, en tout cas, de l'intégration. Et ensuite, je vais automatiquement retrouver ces différentes importations. Et donc là, je vais, en un clic, finalement, importer mes différents fichiers sur mes différentes sociétés. Donc, ce Connect Import a été vraiment créé pour les entreprises qui ont plusieurs sociétés, qui ont des fichiers, souvent des fichiers d'événements, souvent des fichiers de badges ou autres à importer, où là, on leur demandait jusqu'à présent de le faire société par société. Et bien, pour un gain de temps, n'hésitez pas à utiliser ce fichier, cet exécutable Connect Import, qui va vraiment vous faire gagner du temps, en tout cas, sur l'utilisation au quotidien dans vos payes. Je voulais également, alors certainement vous faire un rappel, puisque là, ces nouveautés-là ne sont pas forcément sur les versions 4, mais sont sur des versions antérieures où on s'est aperçu que certains clients étaient passés juste à côté. Donc, je voulais juste rapidement vous faire un petit rappel. Vous rappelez par exemple qu'on a la possibilité de mettre tout simplement un statut validé à vos bulletins. Donc le statut validé, bien évidemment, il est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Eh bien, il va me permettre de verrouiller un bulletin de salaire. Par exemple, j'ai travaillé sur mon bulletin, il est complété, je ne veux pas le clôturer parce que c'est pas le but, mais par contre, je ne veux plus le toucher. Donc, j'ai une fonction qui me permet de valider ce bulletin. La validation du bulletin, elle peut aussi s'activer et se désactiver, c'est-à-dire j'ai validé mon bulletin, pour moi il est bon, le lendemain je reviens, je m'aperçois effectivement que j'ai oublié une prime, je peux le dévalider, je complète et je revalide mon bulletin. Donc le but, c'est d'avoir une fonction de verrouillage, on va dire temporaire, qui permet tout simplement d'être activé ou désactivé, mais on peut aussi s'activer ou se désactiver sur des bulletins édités. Il s'active également et se désactive sur le bulletin à partir de la liste des bulletins salariés, à partir d'une gestion multisalariée. Et puis lorsque je vais faire des états, par exemple de GA, je peux lui demander aussi de visualiser je suis allée trop vite, vraiment trop vite. Voilà, de visualiser uniquement le statut validé des différentes informations. Ce qui permet, lorsque je vais faire des importations, par exemple, de traitements par population, comme par exemple des importations d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, eh bien, ce bulletin validé ne va pas reprendre ces informations-là, puisque là, j'aurai des indications qui vont me verrouiller, en tout cas, cette information-là.
Autre élément qui a été mis en place, c'est tout simplement le statut payé. Alors, on avait 2 questions sur le bulletin validé. Il n'y aura donc pas d'import possible sur le bulletin validé. C'est le but. C'est voilà, donc même le taux-passe, etc. Tous les éléments seront figés. On ne peut plus imprimer un bulletin validé. Si, on peut justement imprimer un bulletin validé, mais on ne pourra plus faire de modifications. Ok, donc c'était bon. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre sur le statut validé, c'est vraiment que je peux l'activer ou le désactiver à tout moment. C'est pas comme si je faisais une clôture du bulletin où là, c'est figé, on n'y touche plus. Là, c'est vraiment, je travaille sur mes bulletins, je suis sûre que ce bulletin-là est correct. Pour éviter, parce que vous savez tous, hein, des fois on vient par erreur sur le bulletin, on fait une modification et on aperçoit que c'était pas le bon salarié ou autre, et bien là le fait de faire valider m'évite ces éléments et ces sources d'erreur. C'est juste ça, hein. Mais il peut être activé ou non activé. Donc le statut payé, c'est tout simplement lors d'une opération de paiement qui a été réalisée, alors que ce soit par virement, alors la plupart du temps maintenant c'est par virement ou par chèque, eh bien cette nouvelle information qui est mise à jour en automatique va me permettre effectivement à ce que le salarié ne soit plus pris en compte lorsque je vais générer de nouveaux paiements sur le mois en cours. Si je génère par exemple mes paiements de salaire en 2 fois, eh bien là je suis sûre qu'avec ce statut payé justement, mon salarié aura un paiement unique et ne sera pas repris dans d'autres paiements puisqu'on va considérer que le paiement de sa fiche de salaire a déjà été effectué. Ici, c'est juste un rappel. C'est l'importation des taux AT, hein, puisque là, vous savez tous que depuis le 1er janvier 2021, on a la possibilité donc d'importer les taux d'accident du travail. Donc là, ça a bien été ajouté, en tout cas, dans l'application de paye et on intégrera effectivement le fichier XML. Autre modification effectivement concernant le bulletin clarifié, donc dans l'anticipation du décret, eh bien, il est possible de paramétrer en tout cas l'ordre d'affichage sur le bulletin des risques et des sous-risques. Donc on a simplement intégré une zone qui s'appelle intégrer après le code risque, et là on va pouvoir en tout cas visualiser ces éléments-là. Et puis dans le cadre du RGPD, le numéro de sécurité sociale du salarié a été supprimé sur l'ensemble des formats des bulletins. Donc voilà quelques modifications, quelques rappels de nouveautés que vous avez peut-être vues, que vous n'avez peut-être pas visualisées, en tout cas qui nous semblait important de vous montrer aujourd'hui. Dernier élément, c'est la feuille de route, c'est pour vous donner un peu de perspective. Donc au mois de juin, nous avons sorti Sedge Pay V4, donc qui intégrait différentes fonctionnalités. Le 18 novembre, comme tous les ans, on vous sort une version de fin d'année. Donc ça sera la version 4.10. Cette version 4.10 doit être impérativement installée sur une version 4, donc c'est une mise à jour qui intègre quelques nouveautés, quelques changements, mais surtout qui va intégrer, comme pour toutes les fins d'année, eh bien, le cahier des charges de DSN 2022. Et justement, je vais laisser la parole à Stéphane pour qu'il vous explique effectivement les éléments liés à l'actualité 2022. Alors juste avant, tu as une ou deux questions. Donc il y a un point d'amélioration. Donc je vais faire le demande de service support là. Si quand on dévalide, il réimporte des données qui auraient été importées. Donc là, je vais refaire le point de cette anomalie-là. Par contre, on a une autre question. Où trouve-t-on le fichier d'import du taux AT? Vous l'avez. C'est jeudi. En fait. C'est ça, oui. C'est cette jeudi, comme le taux passe. En fait, c'est un fichier XML. Exactement au même endroit. Comment les coffres-forts vont-ils reconnaître les salariés? Alors, vous me parlez certainement de la dématérialisation des bulletins. Sur la dématérialisation des bulletins Sedge, on ne prenait jamais le numéro de sécurité sociale. Quand vous avez fait votre synchronisation entre la paye
et la dématérialisation des bulletins. Chaque salarié a dans sa fiche de personnel un numéro unique de dématérialisation et c'est au travers de ce numéro unique qu'on fait la reconnaissance, en tout cas, du salarié. Ok. Pour le reste des questions, alors ça va me concerner parce que c'est justement les nouveautés que je vais vous présenter. Alors, au niveau de la version 3.11, ouais, c'est encore normal parce que on va accompagner nos clients à partir d'octobre sur la mise à jour de la 4 et 4.10. Donc, dans le cadre de la campagne de fin d'année, vous aurez bien sûr les versions 4 qui seront installées pour être compatibles. Je te laisse peut-être reprendre la main. Je vais reprendre la main, tout à fait. Fenêtre. Alors, est-ce que c'est bon? Sandrine, tu vois mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, je répondrai aux questions à la fin, ou alors Sandrine, s'il y a des questions, tu m'interrompes et j'essaierai de répondre à chaque question. Alors, concernant alors je vais aborder la partie nouveauté donc de la DSN cahier des charges 2022. On fait un point aussi sur tout ce qui est actualité légale. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les bulletins clarifiés, donc je vais vous en parler. Et enfin, on finira sur le BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale. Alors, quelles sont les nouveautés? Donc, c'était un point qui a dû être évoqué aussi avec Maître Renoncé juste avant. Comme vous le savez, à compter de 2022, dans le coup, la DGFiP ne sera plus en charge du recouvrement des cotisations, taxes d'apprentissage et la formation professionnelle. Vous le savez, de toute façon, à court terme, l'URSSAF va recouvrir toutes les cotisations sociales et fiscales. Et donc cette année, c'est au tour des OPCO et de la taxe d'apprentissage d'être intégrés par l'URSSAF et l'MSA bien sûr. Donc pour cela, donc dans la version de la paye, donc à partir de la version 4.00 de la paye que vous allez avoir d'ici la fin de l'année, on va avoir des nouvelles tables dans les établissements justement pour intégrer l'opérateur de compétences de vos OPCO. On aura aussi la même information pour la partie taxe d'apprentissage. Et enfin, on a intégré aussi, donc c'est déjà intégré dans la version, à partir de la version 4 et 4.10, des nouveaux énumérés pour pouvoir déclarer les cotisations individuelles pour ces deux cotisations et aussi un code établissement, donc un nouvel énuméré pour, voilà, pour la partie établissement. Bien sûr, les CTP au niveau de l'URSSAF seront aussi mis à jour pour ces deux nouvelles cotisations. Globalement, comment ça va se passer? Alors déjà, il faut que dans vos plans de paye, vous ayez bien les taxes d'apprentissage et la formation professionnelle. Donc, il va falloir paramétrer ces rubriques-là. La taxe d'apprentissage, il faudra globalement l'éclater puisqu'il faut qu'on la déclare. On aura deux façons de la déclarer, une partie sur la partie principale et une autre sur la part libératoire. Donc il faudra bien sûr avoir ce détail-là et on pourra bien sûr intégrer ça dans la PaySage. Voilà, et on aura la même chose aussi pour la partie de la formation professionnelle. Donc tout ça sera prévu dans le cadre de l'accompagnement des nouvelles mesures 2022 avec le plan de PaySage. Autre nouveauté au niveau du cahier des charges 2022, on va avoir pour toutes les sociétés qui ont une caisse de congés payés. Donc on va devoir maintenant déclarer cette nouvelle caisse dans la DSN. Voilà, comme on l'a aujourd'hui pour les retraites, les OC et les MSA. On aura aussi le transfert des recouvrements de la caisse, donc la CNI-EG, donc c'est pour tout ce qui est industrie électrique et gazière. Donc ce sera l'ACOS et l'MSA qui vont aussi recouvrir en fait ces cotisations, ce qui avait déjà été fait pour la CAMIEM. On aura aussi des nouveautés au niveau de la déclaration du congé de deuil, donc il faudra créer une nouvelle absence via une nature d'événement. Éventuellement rattacher une rubrique de paye, par exemple les événements familiaux. Donc il faudra rattacher ça pour pouvoir la déclarer dans la DSN. Et enfin, il y aura des nouvelles zones aussi à déclarer via une info libre, le coefficient hiérarchique qui sera aussi à déclarer via cette nouvelle version. Autre point que je voulais, alors de mémoire, ça a aussi été évoqué par Maître Renoncé, c'est, comme vous le savez,
Et on l'a dit, l'URSSAF va recouvrir aussi, devait recouvrir l'Agirc Arrco. Finalement, ça a été reporté, donc on a un report qui a été fait au 1er janvier 2023, donc on n'a pas à faire ça cette année, donc ça sera à faire l'année prochaine. Et donc on a une consigne du JPMDS, et cette année, comme ça a été reporté, dans le coup, on déclarera toujours nos cotisations à Agirc-Arrco avec l'énuméré 105. Donc pas de duplication de rubriques cette année. On avait peur qu'il fallait dupliquer toutes nos rubriques pour pouvoir les déclarer à la fois dans le 105 et dans les codes 131, 132 qui étaient prévus avec l'arrivée de l'Agirc-Arrco. Donc on a bien un report. Donc cette année, pas de modification au niveau du plan de paye concernant l'Agirc-Arrco, que ce soit au niveau des cotisations qui seront recouvrées par l'URSSAF ou au niveau du déclaratif dans vos DSN. Là, c'est un point important. Autre nouveauté, alors ça on a déjà communiqué et on va vous accompagner sur cette période de fin d'année. Il va falloir, à partir du 1er janvier 2022, pour tout ce qui est attestation employeur, on aura uniquement le protocole de la DSN de signalement de fin de contrat de travail unique qui sera accepté. Toutes les autres transmissions type AED ou DSN de signalement de fin de contrat de travail sera refusées par Pôle emploi. Donc voilà, donc donc on va vous accompagner. Il y a encore des ajustements au niveau des paramétrages sur certains secteurs d'activité. Donc là, on a prévu justement dans la campagne de fin d'année de refaire un point avec un support de formation et un certain nombre de problématiques que les clients ont au niveau de l'assistance pour que vous puissiez être autonome pour la déclaration de cette DSN fin de contrat de travail unique à partir du 1er janvier 2022. Donc le signalement est déjà ouvert, hein, donc vous pouvez déjà commencer à les envoyer et les consultants vont faire un point sur cette partie-là d'ici la fin d'année. Voilà, donc là c'était un point important. Autre nouveauté concernant les DSN de signalement, c'est qu'on a un nouveau protocole. Donc cette fois-ci, on est rentré en phase de production, on était en phase de test cette année. Donc vous allez pouvoir, à partir d'aujourd'hui, donc là c'est pareil, on va vous accompagner, on va vous former sur ce nouveau signalement. C'est un signalement d'amorçage des données variables, c'est-à-dire un peu comme la DPE lorsque vous allez, par exemple, intégrer un nouveau collaborateur dans votre société, vous allez pouvoir envoyer cette DSN de signalement et en contrepartie, vous allez pouvoir récupérer de manière dynamique le taux de prélèvement à la source des collaborateurs, puisque l'ancien protocole Topaz va s'arrêter. Donc là, vous pourrez le faire via cette DSN de signalement ADV. Vous allez bien sûr aussi pouvoir initialiser tout ce qui est processus d'affiliation et de modification au niveau des organismes complémentaires. Donc là, c'est tout ce qui est prévoyance, contrat de santé mutuel. Vous pourrez aussi obtenir par anticipation le BIS, le bilan d'identification du salarié, et faire aussi récupérer le numéro de contrat de travail précédemment déclaré. Voilà, donc là c'est notamment lorsqu'on a des mutations, des changements de tiers déclarants ou un changement de logiciel. Donc ça peut être aussi un problème lié au DSN de FCTU. Autre nouveauté, c'était une question qui a été abordée tout à l'heure. En effet, on va avoir des modifications sur le bulletin clarifié. Donc, on va avoir une nouvelle trame de bulletin qui va arriver pour le 1er janvier 2022. Donc, Sedge nous livrera avec la version 4.10 au mois de décembre ce nouveau format de bulletin clarifié. Donc, quelles sont les nouveautés de ce bulletin clarifié? Donc, ça va intégrer le montant annuel du prélèvement à la source. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on avait uniquement le montant du prélèvement à la source du mois en cours, mais on n'avait pas le montant cumulé annuellement. On aura aussi en nouveauté le montant du net imposable mensuel, bon ça on l'avait, mais annuel au niveau des heures supplémentaires exonérées. Donc on aura ce tableau-là. Non, on n'avait pas le mensuel, on avait les deux. Enfin, vous pouvez l'avoir en haut de bulletin de salaire mais on l'avait pas forcément en annuel. Et puis enfin, le montant mensuel et annuel du net imposable. C'est aussi une information qu'on avait déjà dans le bulletin de salaire. Donc on attend dans l'arrêté le format officiel en fait de ces nouvelles données. Toutefois, il est prévu en effet une tolérance sur le formalisme. Donc au 1er janvier, si
On a les informations, même si le formalisme n'est pas respecté, à partir du moment où vous avez les informations sur le bulletin de salaire, il n'y aura pas de souci sur ce bulletin clarifié. Donc là, on vous a présenté ce que pourrait être, donc, justement, en attendant ce décret, le nouveau bulletin de salaire. Donc là, je vous ai fait une impression du bas du bulletin de salaire, puisque le haut ne change pas. Donc vous allez avoir un nouveau bloc avec tout ce qui est impôt sur le revenu, avec le montant net du net imposable en mensuel et en cumul annuel, l'impôt sur le revenu prélèvement à la source, toujours pareil en mensuel et en annuel, et enfin le montant des heures supplémentaires en mensuel et en annuel. Tout ça permettra de faciliter en effet en fin d'année à vos collaborateurs de contrôler notamment les déclarations d'impôt. Voilà. Il y avait aussi une question, je vais anticiper la question, il y a aussi dans le bulletin clarifié, il y a d'autres informations qui vont être intégrées, notamment la suppression du numéro de sécurité sociale, donc les logiciels qui mettent en place justement les solutions de démat de bulletin de salaire ne viendront plus se baser sur ce numéro de sécu, mais sur d'autres critères comme le matricule nom-prénom pour pouvoir bien identifier les collaborateurs. Et on aura aussi des changements au niveau des risques et sous-risques. Donc voilà, donc Sedge a aussi intégré, on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de changer l'ordre de présentation des risques et sous-risques dans le cas des bulletins clarifiés. Autre nouveauté, donc en ce qui concerne le BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale, donc on a une nouveauté qu'on devra appliquer au 1er janvier 2022, c'est notamment dans le cadre d'un rappel de salaire sur une période antérieure, donc un salarié présent, mais vous avez un rappel de salaire que vous devez réaliser. Et donc là, c'est un gros paramétrage au niveau de la paye Sedge. Les services développement de Sedge ont fait un gros travail sur cette partie-là, puisqu'en effet, il faudra rattacher cette période de travail à la période en fait de la régule, et on devra appliquer tout ce qui est les règles d'assiette, de taux et de plafond relatifs à cette période. Donc la Sedge a rajouté dans les bulletins salariés, dans le bouton calcul, la partie bulletin de rappel qui vous permettra de faire la partie rappel. Donc toute cette partie-là, on aura un accompagnement d'ici la fin de l'année pour vous accompagner sur cette partie-là. Voilà. Donc un gros travail dessus. Les cumuls, dans le coup, ne doivent pas en tenir compte, parce que si on fait sur les bulletins de salaire 2021, si vous faites une régule sur 2020, dans les cumuls en bas de bulletin de salaire, vous ne devrez plus avoir ces informations-là, puisqu'elles ne concernent pas la période 2021. Et donc avec avec un certain nombre de modifications au niveau des dates de la DSN pour gérer correctement la DSN. Voilà, donc un certain nombre d'optimisations au niveau du logiciel pour générer tout ça correctement. Bien sûr, ça doit être véhiculé dans le journal de contrôle et dans la DSN, mais dans des onglets vraiment spécifiques. Voilà, donc on va vous accompagner sur cette partie-là, notamment par rapport au fait générateur et cette nouveauté du BOSS. Autre nouveauté du bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est concernant les sociétés qui pratiquent la DFS, donc la déduction forfaitaire spécifique. En gros, les abattements, lorsqu'on a des abattements sur nos charges, donc sur certains secteurs d'activité, et en fait, au 1er janvier, on a une règle qui change. C'est qu'en cas d'absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré d'un salarié, l'application de la déduction forfaitaire spécifique ne doit se faire que sur la rémunération correspondant à un travail effectif. Concrètement, on ne va pas rentrer dans le détail du tableau, mais je voulais juste vous montrer quand même, et on vous enverra le support. Pour un client, je vous ai fait un petit tableau avec ce qu'on avait en brut abattu en 2021 et en 2022. Donc en gros, globalement, avant, on prenait le brut, et le brut, on appliquait, par exemple, si on avait un abattement de 10%, on prenait 10% sur l'ensemble de la rémunération. Par contre, là, je vous invite à regarder, on va regarder juste la deuxième colonne. On a un salaire de 3 000 €, une absence de 1 000 €, et là, vous avez un maintien de salaire de 500 €. Donc en fait, auparavant, on avait une rémunération de 2 500 €, donc on a un brut de 2 500 €, et sur ces 2 500 €, on appliquait directement les 10% d'abattement. Donc on avait un brut soumis à cotisation
de 2 250 €. Et donc là, avec cette nouveauté du BOSS, le brut abattu 2022 sera différent puisque l'abattement va se faire uniquement sur la rémunération correspondant du travail effectif du salarié. Donc les 3 000 moins les 1 000, donc ça va faire 2 000 € à 90%. Donc ça nous fera, on a 2000, ça nous fera 1 800 €, plus les 500 €, donc là sur le maintien de salaire. Donc là, on n'a pas d'abattement sur le maintien de salaire, donc on aura une assiette de cotisation de 2 300 €, alors qu'avant on avait 2 250 €. Donc voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté aussi du BOSS. Bien sûr, Sage va intégrer un certain nombre de paramétrages. On aura plusieurs possibilités justement par rapport à vos plans de paie. Donc c'est les consultants, lorsqu'on va intervenir et après un échange bien sûr avec vous, on appliquera la meilleure méthode suivant l'ancienneté du plan de paie. Si c'est des plans de paie qui sont assez récents ou des plans de paie très compliqués, on pourra justement avoir deux approches pour justement faciliter la mise en place de cette nouvelle mesure liée au BOSS. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, donc les consultants viendront vers vous et ça a créé déjà un certain nombre de paramétrages pour faciliter la mise en place de cette nouvelle mesure. Autre nouveauté liée au BOSS, c'est tout ce qui est plafond de la sécurité sociale. Donc on a, en gros, il y a 3 items qui ont été modifiés. Donc c'est des ajustements du plafond de la sécurité sociale. Le premier point, c'est pour tous nos collaborateurs qui sont en forfait jour réduit. Vous le savez qu'auparavant, on n'avait pas à proratiser en fait le plafond de la sécurité sociale. Donc le plafond était sur un temps plein en fait, même si un salarié cadre forfait jour était sur un format de par exemple de 200 jours par exemple. Donc on n'avait pas de proratisation à faire et là on va devoir l'appliquer cette proratisation. Donc elle pourra être appliquée. Donc Sage intégrera cette nouveauté aussi dans le plan de paye Sage. On va avoir aussi des modifications au niveau des avantages en nature, notamment si le salarié a une suspension complète de son contrat de travail. C'est pareil, et si on a un avantage en nature, théoriquement, on avait le plafond qui devait être à 0, mais comme on avait une rémunération, là, le boss est clair sur le sujet, il ne faudra plus proratiser, on prendra un plafond global. Et on a aussi un autre changement concernant le plafond, c'est notamment pour la réintégration sociale et fiscale. Donc, pour les clients qui ont ce paramétrage-là, on avait aussi des règles de proratisation de plafond et on aura des modifications à apporter sur la partie réintégration sociale et fiscale. Donc, c'est souvent en cas de retraite supplémentaire ou si on a des prises en charge de prévoyance complémentaire patronale assez importantes. Voilà, alors j'en ai fini avec cette présentation. Sandrine, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne vois pas le...